Donc Christophe Gibard. Ouais, j'ai travaillé pendant quasiment 20 ans pour une ONG qui s'appelle Asmaï Association Sœur Emmanuel. L'enjeu de ce programme au départ, c'est de mettre en place des actions en France qui reprennent les valeurs et les principes de Sœur Emmanuel. Elle dit, rien n'aurait pu se faire si à un moment j'étais venu, moi, avec des solutions clés en main, toutes faites, avec des solutions pensées du haut, par une étrangère, parce que c'était une étrangère, cette communauté des chiffonniers du Caire. Et en fait, elle a eu alors les professionnels disent une posture. Elle a, elle a fait un choix d'aller vivre d'abord avec les chiffonniers du Caire. Un organisateur communautaire ou un agent de développement social, c'est pas quelqu'un de la communauté. C'est un exogène. Il arrive. Mais il arrive pourquoi? Il arrive pour convertir. On est dans une approche qui réclame du temps. De prendre le temps d'arriver sur un territoire qu'on ne connaît pas, avec des personnes qu'on ne connaît pas, essayer voilà, d'amener les ingrédients qui vont permettre à un moment à des gens qui vivent sur un territoire de pouvoir transformer des aspirations, des préoccupations en actions concrètes et puis moi je dirais en capacité enfin, à agir. Ça prend du temps aux gens de petit à petit voilà, de faire connaissance, de aussi lier des relations de confiance entre eux parce qu'on est sur des territoires notamment en France où la communauté qui vit sur ce territoire elle-même elle est multiple dans ses origines, dans ses langues, dans ses représentations du monde. Et on est dans des espaces où les gens essaient de construire du commun. Et pas un commun qui vient éroder les particularités, les identités des personnes, mais un commun où chacun à un moment va s'y reconnaître, va pouvoir s'y projeter. Notamment sur les quartiers sur lesquels on a travaillé, il y a un commun comme ça, quelque chose qui a fait colle entre les gens, qui était la réussite, l'épanouissement des gamins. On a beaucoup travaillé avec des femmes, parce que ce sont beaucoup des femmes qui se mobilisent actuellement, et des personnes qui se sont mis ensemble à produire des actions très communes. C'est du soutien scolaire, de l'accompagnement scolaire, ça a été ensuite des ateliers d'alphabétisation. On peut voir les difficultés que peuvent rencontrer ces collectifs à faire cohabiter leur mode d'organisation à eux et les attentes d'un certain nombre d'institutionnels et notamment de financeurs. Parce que les enjeux les amènent souvent à d'abord travailler sur la question de la réussite et de l'épanouissement des enfants, et notamment au niveau scolaire. Et quand elles viennent vers les financeurs avec ces deux activités, plus qu'elles veulent faire d'animation de quartier, de temps convivial, de groupe pour échanger, discuter très rapidement, enfin, les institutionnels vont avoir peut-être parfois tendance à aller plaquer des modèles tout faits. Ces collectifs avaient fabriqué des modes de gestion d'accueil du public qui sont d'une efficience que j'ai rarement vue dans d'autres lieux. Ces associations sont un peu regardées voilà, avec une certaine défiance ou une certaine incompréhension. Ou du moins, si c'est pas une incompréhension, ou le, le génie, l'intelligence, l'efficience des solutions qu'ils ont fabriquées, elle n'est pas totalement connue, reconnue. C'est peut-être ce qui diffère un peu, je dirais, de politique qui découpe le public par tranche. C'est que dans ces associations, souvent les choses restent pensées, sont élaborées à la fois pour répondre aux aspirations d'une génération, mais il y a toujours cette question du lien et de ne pas casser le lien entre les générations, sachant que c'est pas simple, parce qu'à certains âges, voilà, les rapports entre générations demandent à mettre un peu de distance, notamment chez les ados, les jeunes adultes.
Ça a d'ailleurs été quelque chose qu'on a énormément travaillé, hein, cette question des rapports de génération à l'intérieur des associations. Et notamment les ados, au départ c'est venu d'eux, on avait des questions sur à la fois le religieux et la dimension culturelle, voilà, notamment, enfin, comment dire, de ce que les parents souhaitent leur transmettre et de ce qu'eux sont prêts à apprendre ou pas. Je pense notamment à de longues discussions qu'il y a eu dans certaines associations sur est-ce que le choix du conjoint, c'est aux parents de le faire, ou est-ce que nous, enfants qui avons grandi ici, on a l'obligation d'accepter ce choix des parents, ou est-ce qu'il y a une marge de négociation? Et dans toutes ces associations, en fait, le, les habitants ont inventé des instances de dialogue, de négociation entre les générations sur ces questions-là, qui les a amenés à la fois à décortiquer les raisons pour lesquelles les adultes avaient ce type d'injonction vis-à-vis de leurs enfants, comment ça a été expliqué par les parents et comment les enfants, parce qu'ils ont eu cette explication, commençaient aussi à négocier en disant oui d'accord, mais ça c'est votre génération qui a fonctionné comme ça, notre génération c'est pas tout à fait pareil, ils ont introduit le c'est pas tout à fait pareil. Et ils ont commencé à poser des instances de négociation où on n'est pas sur une rupture nette, mais sur un espace qui permet la discussion et de trouver des arrangements. Et ça a été possible parce il y a eu un espace de construit où ces questions-là, elles ont pu être amenées sans qu'on mette un veto en disant non, les questions religieuses, on n'en parle pas. Parce qu'il y a une association où les maires ont un moment énorme, ont beaucoup discuté de la manière dont on transmettait, dont on enseignait, dont on formait les enfants aux pratiques religieuses, notamment de l'islam. Où ces mères ont dit, mais si à un moment on ne le fait pas nous, qui va le faire? Et si on ne le fait pas nous, est-ce qu'on ne prend pas le risque que ça soit fait dans des lieux, dans des endroits dont on n'a pas la maîtrise, avec des influences, voilà, avec des messages qui ne sont pas ceux qu'on désire ou les valeurs qu'on désire transmettre à nos enfants. Parfois ça a frotté, hein, entre les personnes comme moi, un peu les tenants de la laïcité, et puis des parents qui ne comprenaient pas exactement, qui vivaient la laïcité comme un modèle qui est plutôt un modèle, un empêcheur de pratiquer, d'enseigner, de transmettre. Et ça a permis voilà, de pouvoir décortiquer l'histoire de France, du modèle laïque. Et puis ça a permis aussi de décortiquer pourquoi les mères, pourquoi il était important pour un certain nombre de mères de pouvoir transmettre un certain nombre de valeurs, que tout ça, normalement, d'un côté comme de l'autre, ça concourait à créer les conditions d'un vivre ensemble, de rapports apaisés entre les personnes sur un quartier. Et pour ça, il a fallu voilà, créer ces espaces où les choses peuvent se dire sans qu'il y ait un modèle qui soit imposé, sans qu'on demande à qui que ce soit de capituler devant une position idéologique de l'autre.